Hello à tous, bonjour, voilà, ça y est, là, on a enregistré, on peut commencer l'épisode. Donc voilà, aujourd'hui, nous voici toujours là, Gab avec moi. Gab, salut, comment tu vas? Salut à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode. On a fait le 10e, le 11e, là on est au 12e. On a un super invité, donc j'ai trop hâte que ça démarre. Voilà, donc voilà, pour tous ceux qui ne connaissent pas encore la voie de l'entrepreneur, voilà, déjà, on est des gars super sympas. C'est vrai, c'est vrai. Et, et voilà, nous, on a vraiment pour but avec ce podcast-là, c'est d'interviewer plein d'entrepreneurs de toutes industries, justement, pour comprendre un peu d'où cette envie est venue, tous les parcours qu'ils ont fait, qui les a emmenés aujourd'hui à là où ils sont. Voilà, on aime aussi parcourir justement un peu toutes les industries, donc voilà, pas que tech. Donc voilà, aujourd'hui justement, donc on va faire un épisode que ça faisait très longtemps qu'on voulait faire avec Gab justement sur le sujet de la franchise. Donc voilà, on est avec Tristan aujourd'hui. Salut Tristan, comment tu vas? Salut Raphaël, salut Gab, ça va très bien et vous? Bah écoute, nous, Trop bien, on est on va ravi de toujours bien. t'avoir Nous. ici. Ouais, toujours bien, toujours bien. Ouais, très content de pouvoir participer à votre podcast et d'apporter, j'espère, un œil un peu nouveau sur l'entrepreneuriat aujourd'hui. Bah génial. Alors avant de commencer cet épisode, on va lancer le jingle. Et voilà, nous revoilà. Donc, Tristan, avant que tu te présentes, on a juste l'habitude de poser la même question à tous nos invités d'abord avant de commencer cet épisode. Quelle est pour toi la définition de l'entrepreneuriat? Et ça veut dire quoi une mentalité d'entrepreneur selon toi? Alors c'est pas évident comme question. Moi je pense que je pense que autour de l'entrepreneuriat, il y a avant tout une notion de responsabilité. C'est-à-dire que, enfin, il y a une responsabilité tout d'abord financière, c'est-à-dire que vis-à-vis de soi, vis-à-vis de toutes les parties prenantes du projet. Et il y a aussi une responsabilité dans l'exécution d'une vision. Euh, voilà, que ce soit la sienne ou celle d'un autre, hein. On parlera de la franchise tout à l'heure, mais il n'y a pas forcément dans l'entrepreneuriat la nécessité d'être propriétaire de sa vision. On peut aussi être dans l'exécution de la vision de quelqu'un d'autre, mais toujours avec cette notion de responsabilité. On est responsable de soi, puisque l'objectif à la fin, c'est quand même de pouvoir subvenir à ses besoins. On est responsable de tous les gens qu'on emploie, on est responsable de tous les gens qu'on fait travailler. Voilà, donc moi j'aime bien parler de cette notion de responsabilité au cœur de l'entrepreneuriat. Trop bien. Et ben, c'est une belle définition. On adore ces petites définitions sur l'entrepreneuriat. C'est chaque fois un peu différent. On a des différentes approches. C'est ça qu'on aime. Alors, est-ce que tu voudrais, voilà, te présenter rapidement un peu pour nos auditeurs, nous dire un petit peu ce que tu as fait, ce que tu fais, voilà, et les grandes étapes un petit peu de ta jeune carrière entrepreneuriale. Alors avec plaisir, donc je m'appelle Tristan Quélin, j'ai 34 ans. Je suis fondateur de Quizroom et précédemment, j'ai eu un parcours académique qui a commencé par la fac puisque j'ai fait un master de droit des affaires à Assas et à ce moment-là, j'ai eu ma première aventure entrepreneuriale qui a été de cofonder une association de pétanque avec des potes. Moi, mais c'est la Euh, meilleure aventure entrepreneuriale, ça. ouais, bah ouais, c'est dingue. Et c'est ce qui m'a un petit peu détourné du métier d'avocat auquel je me destinais, Hmm. puisque j'ai pris tellement de plaisir à faire ça que j'ai rapidement pensé que mon avenir professionnel était plus dans l'entrepreneuriat et dans la gestion d'un projet dans son ensemble que euh, que dans le monde du droit où c'est un métier quand même pas mal de bureaux et donc on a beaucoup de dossiers différents mais dans un même domaine. Ce que Ouais. j'aimais, c'était travailler sur un ensemble de sujets, je m'y épanouissais et même si c'est une association de pétanque et que ça peut faire rire, on a fait quand même de très belles choses. On a été élus à l'université, on faisait les plus gros stuff de la fac, on organisait des tournois avec 300 personnes, voilà, donc on faisait des belles C'est choses et génial. c'était un premier pas dans l'entrepreneuriat. Et puis après, donc, comme je voulais plutôt aller vers le monde de l'entreprise, j'ai fait les concours parallèles et je suis rentré à l'EM Lyon. Ouais. Voilà, où j'ai fait quelques échanges. Et puis ensuite, ma première aventure pro, et ma seule d'ailleurs en entreprise, c'était de rentrer dans un groupe d'enseignement privé qui s'appelle Cartesia Éducation, et où j'ai pris la direction d'un tout petit institut de soutien aux étudiants en droit qui s'appelle le Cours d'Assas, qui à l'époque marchait pas très bien et que j'avais pour mission de redresser. Donc c'était une mission d'intrapreneuriat. Ouais. Ouais. Et à l'époque, mes boss savaient très bien que mon but était à terme d'entreprendre, mais on était tout à fait à l'aise avec ça. Et donc, au bout de 2 ans, après avoir bien redressé le cours d'Assas et pris la direction de la com du groupe, j'ai rejoint une associée sur un projet donc de faire du coaching pour des étudiants qui voulaient partir étudier à l'étranger, donc soit en bachelor juste après le bac, soit en master après 3 ans.
Voilà, on a lancé cette petite boîte qui marchait très bien. Et puis après, au bout d'un an et demi, on a eu des désaccords avec mon associé, ce qui fait que je lui ai revendu mes parts. Et à ce Ok. moment-là, j'ai voulu aller dans un secteur qui, moi, me parlait davantage. L'idée, c'était d'aller soit vers le sport, soit vers les loisirs. Ouais. Et au gré des rencontres, j'ai voulu aller vers les loisirs. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal de potentiel. J'aimais beaucoup aussi l'idée de pouvoir avoir un lieu physique. Tu vois, c'est un peu le fantasme de se dire le matin, je vais ouvrir mon commerce, c'est chez moi, ça va me ressembler. Bien Voilà. sûr. Tu as Donc, beaucoup plus de liberté créative, tu peux faire un petit peu plus ce que tu veux en plus sur un lieu physique, quoi. ouais, exactement. Et puis, je pense que chaque lieu est un peu le reflet de la personne qui le gère. Donc, il y a ce côté aussi où tu dis que tu vas mettre un peu de toi. Ouais. Et voilà. Et j'ai réussi à embarquer Charles, mon associé, autour de ce projet. Lui, il était depuis 6 ans chez KissKissBankBank, qui avait été vendu donc à la Banque Postale. Et donc, c'était le bon moment pour lui d'aller faire autre chose. Il avait aussi cette envie de travailler sur un lieu physique. Mhm. L'avantage, c'est qu'on s'est retrouvés tous les deux autour de cette Alors, envie. c'était un pote à toi ou c'était un gars que tu as Charles, c'était rencontré? un des meilleurs potes de mon frère. D'accord, ok. Donc, mon frère lui a parlé de mon projet au moment où l'idée de Quiz Room a commencé à émerger. Ouais, Et puis on s'est rencontrés. Et ce qui était plutôt un bon signal pour moi, c'est que Charles, il était directeur de la partie projet chez KissKissBankBank. Donc, d'accord. autant vous dire que des projets, il en envoyait un paquet, il en envoyait tous Ouais. les jours, il envoyait des bons et des moins bons. Mhm. Et le fait qu'il ait flashé sur celui-là, c'était Il quand y même, je avait un pense, bon un bon radar, premier quoi. signal. Ouais, Ouais. exactement. Et donc, bah, je l'ai au fur et à mesure extirpé de son travail. Tu l'as Mais volé. voilà, je l'ai volé, mais je l'ai volé quand même avec pas mal de bienveillance, puisque aujourd'hui on a comme investisseurs les trois fondateurs de KissKissBankBank. Donc, T'as je pense volé qu'ils, toute la boîte. ouais. Mais Donc non, je pense qu'ils c'est étaient trop quand bien. même contents qu'il y ait un nouveau projet pour Charles. Ouais. Euh, Et alors, voilà. c'est quoi ce projet? Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus? Quiz Room, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Alors, l'idée de base, en fait, elle vient du fait que les loisirs immersifs se développent pas mal en France depuis 2013 et l'arrivée des escape games. Ouais. Et donc moi, à ce moment-là, je voulais pas ouvrir un énième escape game ou ouvrir un karaoké. Je voulais pas ouvrir quelque chose qui existait. Je Mhm. pensais qu'il y avait des choses à imaginer. Et à ce moment-là, j'ai pensé à une immersion en plateau télé. Je me suis dit, en Ok. fait, ça pourrait être vachement sympa de faire un plateau télé avec tes potes. Est-ce que c'est parce que t'es fan de Jean-Luc Reichmann ou pas du tout? Alors, je suis fan de regarder des conneries à la télé, mais je suis pas fan de Jean-Luc Reichmann. Ok. Ok. Euh, voilà, donc non, mais c'est vrai que cela dit, c'est une très bonne question parce que ça m'a aidé évidemment à arriver à cette idée de regarder pas mal de trucs à la télé. Ouais. J'ai pas honte de le dire, hein, de temps en temps, c'est vrai que les gens du bureau se moquent un peu de moi quand je leur explique que je regarde les replays de la Starac. Mais Ah oui, quand tu parlais de conneries, maintenant je. oui, oui, donc l'idée est venue de là, et puis en fait, ça, je pense qu'on est dans un podcast entrepreneurial, donc je pense que c'est important de dire que l'idée ne vaut pas grand-chose, mais l'important c'est la façon dont on l'exécute. Ouais, l'exécution. Ok. Et en fait, l'idée de dire on va faire une immersion en plateau télé, à ce moment-là, on n'a pas dit grand-chose. L'idée, c'est donc il a fallu créer cette expérience. Au début, on a pensé à prendre des licences d'émissions télé existantes. La seule chose, c'est que la plupart des émissions télé existantes, elles sont basées sur les éliminations. Ouais. C'est-à-dire que il y a un champion et puis il revient le lendemain et donc ça fait monter les audiences puisque le champion il commence à gagner beaucoup d'argent et donc les gens s'y attachent, etc. Ouais. Nous, on pouvait pas faire ça parce que forcément, si tu viens et que tu payes 25 €, t'as pas forcément envie de te faire éliminer au bout de 5 minutes. Ouais. Et donc, on a pensé plutôt à développer une expérience singulière avec notre propre gameplay, mais avec tous les codes de la télé. Donc, c'est pour ça que quand tu viens chez Quizroom, en fait, tu retrouves les codes de la télé, tu retrouves des pupitres, des buzzers, des shows lumineux, le jeu il est animé en voix off, tu vois les classements directs, il y a des manches avec de la rapidité, des manches sans rapidité. Voilà, il y a tout un tas de codes que tu reconnais. Si tu vois d'ailleurs si tu regardes l'univers de notre salle visuel, tu peux quand même voir un petit peu des choses de qui veut gagner des millions, du maillon faible. D'accord. Et après, en termes de jeu, nous, ce qu'on a voulu, c'est avoir un ADN hyper accessible, fun, convivial. Mhm. Pourquoi? Parce que notre grande crainte du début, c'était que ça ressemble un peu au Trivial Pursuit, que ce soit trop dur et que les gens s'emmerdent.
Ouais. Et donc, on a essayé de créer un maximum d'interactions. On a mis des jokers super sympas. Donc, tu vois, tu peux bloquer tes adversaires, tu peux leur voler des points, Ouais, tu peux miser. rendre la chose hyper marrante, hyper Ouais, fun, quoi. exactement. Trop bien. Et avec une envie super prononcée que tout le monde s'amuse, du gagnant au perdant. Et ça, c'est un Ouais, énorme enjeu. Parce que s'il y a la moitié des gens qui ressortent de ta salle et qui sont pas amusés, bah, tu vas avoir du mal derrière à enclencher un bouche à oreille et aller plus loin. bien sûr. Donc avec toutes les mécaniques de jeu qu'on a mis en place, on pense qu'on arrive quand même assez bien à contenter tout le monde. Alors forcément, le gagnant est toujours content, le perdant, ça lui arrive d'être déçu. Mais au Ouais. milieu de tout ça, il y a toujours des façons de bien s'amuser et de dire, voilà, et Non, c'est trop bien. de Et trouver son compte. c'est adapté à tous les publics? C'est adapté à tous les publics. On a un cœur de cible qui est plutôt 25-40 ans. Ouais. Mais on a un Quiz Room Kids qui peut Ouais, être c'est joué de ça. 8 à 12 ans pour les enfants. Et on a ensuite en fait un logiciel qui s'adapte en fonction des centres d'intérêt et en fonction de l'âge des participants. Et donc, si tu viens avec, je sais pas, s'il y a un groupe d'ados qui vient, ils n'auront pas eu tous les mêmes questions que s'il y a une famille. S'il y a Ouais. une famille, on va avoir des questions qui sont adaptées aux parents et aux enfants, donc des questions qui sont un peu intergénérationnelles. Si on a des collègues, on va avoir des questions qui sont adaptées pas au monde de l'entreprise, mais qui sont adaptées à l'âge des participants. Ouais, c'est Quand vachement personnel, quoi. C'est customisé pour chaque Ouais, client, entre guillemets. Ouais, mais alors super. est-ce que justement les clients, en arrivant chez vous, je sais pas, quand ils font leur réservation sur le site avant ou quoi, est-ce qu'ils peuvent justement, je sais pas, sélectionner certains sujets ou c'est obligé d'être dans votre base de données, enfin, de ce que vous avez? Alors en fait, quand t'es jamais venu jouer chez Quizroom, la première fois, tu dois compléter un profil joueur. C'est-à-dire qu'on te demande ton nom, ton prénom, ton Les mail, sujets que t'aimes, ouais. voilà, les sujets que t'aimes bien et ta date de naissance. Ta date de naissance permet donc nous d'avoir une sorte de moyenne d'âge au sein d'un groupe et notre logiciel, il va mouliner les choses et il va proposer les questions qui sont les plus adaptées à ce groupe. Sachant que si quelqu'un revient, on va lui exclure automatiquement toutes les questions qu'il a déjà eues. Donc là, c'est vrai que Ah, ok, ça c'est smart. C'est très smart. Ouais, bah, en fait, c'est une énorme force du logiciel, parce que si tu prends Ouais. un jeu de plateau, nous on adore les jeux de plateau aussi, hein, on a d'ailleurs créé un jeu qui s'appelle Chichou Chiche et qui est distribué à la Fnac et partout. Ok, Et trop bien. l'énorme avantage d'avoir une techno, c'est qu'on est capable d'adapter en fonction du public. Et Ouais. là où c'est très important aussi, c'est qu'au niveau marketing, bah, on est capable d'avoir une satisfaction client qui est maximale par rapport à toutes les cibles. Hmm. Si on proposait les mêmes questions aux ados et aux entreprises, bah forcément, il y aurait de la friction, il y aurait des clients, des typologies de clients qui seraient mal adressés. Bien Donc sûr. ça, Et c'est on ce n'a qui plus nous envie de permet. revenir. Voilà. Mm. Ok, trop bien. Alors, avant tout ça, les beaux lieux, etc., maintenant que vous êtes dans plusieurs pays, on en parlera un petit peu après. C'est des lieux qui sont trop beaux, le site est trop bien fait. Je trouve que ça représente bien en plus l'ambiance que vous voulez mettre. Mais Merci, alors, hein. Je féliciterai Titiana qui s'occupe du marketing. eh ben, franchement, chapeau. J'adore les petits boutons qui représentent un peu des buzzers quand on passe la C'est souris ça. dessus. Enfin, il y a des petits détails qui font vraiment toute la différence. Justement, tout ça, et même le logiciel que vous avez fait, tout ça, ça a été développé en interne, ou vous êtes passé par des agences, des... Alors écoute, au tout début, quand on a lancé le premier lieu à Paris, on a commencé par travailler avec un développeur freelance qui nous a développé la V1 du jeu. Qui l'a fait évoluer au fur et à mesure, hein, puisque Ouais, quand on a ouvert, on avait une version suffisante, mais pas Ouais. aboutie du jeu. Et puis progressivement, on a internalisé, et le déclic pour internaliser, c'est le jour où on a commencé à franchiser. Parce que le jour où on a commencé à avoir des franchisés, on s'est dit que le risque d'avoir la tech externalisée était trop important, puisque si le développeur était pas dispo au moment où il pouvait y Ouais, avoir un bug ou un problème, on allait se retrouver en défaut. Voilà, donc c'est le jour où on a franchisé qu'on a internalisé. Aujourd'hui, on a une équipe de 5 devs qui ok. développent des jeux et qui développent aussi des outils de business intelligence pour le compte du réseau. Ça, si vous voulez, Ok. on pourra en reparler. En live data, en plus, je suppose qu'il y a tout le temps des nouvelles choses, des nouvelles questions qui se mettent en route, etc., non? Tout à fait. Et alors ça, c'est encore une autre équipe. On a une équipe Ok, contenu où on a 2 personnes et qui s'occupent de renouveler les questions, renouveler les extraits de blind test, créer des ouais, quiz thématiques. Et aujourd'hui, qui s'occupe aussi de l'adaptation locale pour nos pays étrangers, puisque ouais. forcément les questions sont pas les mêmes dans tous les pays. Et Ouais. donc, elle gère le projet d'adaptation de nos contenus.
Attends, c'est le meilleur métier du monde. Ouais, C'est ouais, le ouais, meilleur complètement. métier du monde. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que c'est tellement le meilleur métier du monde que c'est un de ceux pour lesquels on a le plus de difficultés à recruter. Je comprends pas Ah trop ouais? pourquoi. Ah ouais, Non, ouais, mais les ouais. gars, faut juste trouver des questions, rigoler avec ses potes et genre, ça a l'air trop cool. Ça a l'air trop, trop cool. Alors, on Ouais. va juste revenir un petit peu sur les débuts de Quiz Room. Euh, voilà, comment tu as commencé, etc. Alors, on a quelques questions. On veut savoir comment est-ce qu'on fait pour trouver un premier lieu, déjà. C'est pas évident. Est-ce qu'on se pose sur Paris? Est-ce qu'on se met Paris intramuros? Est-ce qu'on va plutôt dans les campagnes, loin de la compétition, plus proche? Voilà. Comment est-ce qu'on fait pour trouver un premier lieu? Comment est-ce qu'on fait pour recruter aussi au départ? Voilà. Comment la machine se met en route? Alors, c'est une super question, et je pense que, d'ailleurs, dans ta question, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que tu demandes comment on trouve son premier lieu. Mais tout le monde ne cherche pas au départ son premier lieu, il y en a certains qui cherchent un lieu, tout court. Et je pense que ça façonne pas mal le projet. C'est-à-dire que, est-ce que tu cherches un premier lieu qui va ensuite te servir d'exemple pour les suivants, ou est-ce que tu en cherches juste un et sans idée derrière la tête? Hmm. Nous, en l'occurrence, on en cherchait effectivement un premier, puisque l'objectif était de se déployer. Et donc, on voulait absolument avoir un lieu, déjà, qui soit suffisamment bien localisé pour qu'il puisse nous convaincre que s'il fonctionnait, on allait pouvoir le déployer partout. Et surtout que s'il fonctionnait pas, ça fonctionnerait nulle part. D'accord. Donc c'est pour ça que nous, on a cherché un lieu directement central dans Paris. Je pense pas que dans le retail, il faille au début lésiner sur les moyens pour avoir un bon emplacement. Nous, un bon emplacement, c'est pas comme dans la restauration où tu vas devoir payer très cher en fonds de commerce pour pouvoir acquérir un emplacement numéro un dans une rue passante Bah oui, où bien sûr. où il y a de l'activité. Mais pour nous, un bon emplacement, c'est un emplacement qui est facilement accessible en transport en commun qui est relativement central. Ouais, et ce qui est Voilà. cool, c'est que t'as pas besoin d'extérieur, du coup. Enfin, c'est déjà, ça te Ah réduit non, déjà quand même. ouais, non, nous pas du tout. Puis même, on peut avoir des sous-sols. Donc, on a l'avantage d'avoir, justement, d'adresser des emplacements qui sont pas des emplacements premium, donc qui sont moins chers, Ouais, c'est ça. mais pour autant, qui sont quand même relativement grands. Donc, il y a quand même un budget à mettre. Voilà. Donc, la première question, c'est de te dire où est-ce que je vais me mettre et quel est mon cahier des charges. Et puis après, pour trouver le premier lieu, ce qui est pas évident, c'est qu'il y a pas mal d'agents, immobiliers qui, au départ, vont être un peu réticents par rapport à des créations d'entreprises et qui plus est, par rapport à des projets qui n'ont jamais existé. Ok. Puisqu'ils se disent que non seulement le projet peut capoter, c'est-à-dire que le porteur de projet, il peut arrêter du jour au lendemain et l'agent immobilier, il aura perdu son temps. Donc de ce point de vue-là, ils préfèrent travailler avec Auchan, parce qu'ils se disent: «Ah bah, en fait, ça va être quand même plus simple et a priori, ça a peu de chances de capoter». Hmm. Et le deuxième sujet, c'est que il se peut que le bailleur refuse un projet qu'il va Ouais, pas j'avoue. comprendre et qu'il trouve trop Ouais. risqué. Parce que le Ouais, bailleur, carrément. il te donne son local pour 3, 6, 9 ans, mais si tu fais faillite au bout de 2 ans, bah, lui, il va devoir retrouver quelqu'un, il va perdre de l'argent. Ouais. Donc toute la complexité au début, c'est de montrer que tu es sérieux, et c'est, de convaincre un propriétaire que ça va marcher et que tu vas pas le planter, quoi. C'était la partie la plus difficile, ça, au début? Nous, on a eu enfin, je pense que notre projet était bien ficelé. En plus, on a cherché un peu d'argent au départ pour investir dans le projet, donc ce qui fait qu'on a fait des belles présentations. On Ouais. avait tous les deux un background, on avait l'habitude d'avoir un niveau d'exigence assez élevé, donc de présenter les choses de façon Oui, j'avoue. sérieuse. Et peut-être que de venir aussi d'un background d'avocat, d'une bonne école, etc., ça a joué aussi là-dessus, peut-être sur le fait que ce soit sérieux, non? Ouais, tout à fait. En fait, ça fait partie de tout un faisceau d'indices qui fait qu'à un Ouais, moment, on va avoir confiance en toi ou pas. bien sûr. Ouais. Euh, donc, euh, Donc nous, il y a eu ça, on faisait des belles présentations, je pense qu'on arrivait à être convaincant également. Et puis la chance qu'on a eue, c'est que le premier local qu'on a trouvé, la réalité, c'est que personne n'en voulait. Ouais. C'est rue Guénégaud dans le 6e à Paris. T'es dans une rue où il y a que des galeries d'art et où clairement, si t'es pas un lieu de destination, tu ne peux pas te mettre là parce que tu es sûr que ça marchera pas. Il n'y a pas de Ouais. flux. Et donc nous, on a eu la chance que ce local était vacant depuis un certain temps, que donc ils voulaient le louer et que en plus le propriétaire croyait dans le projet, et il savait ce que c'était, il avait déjà fait des escape games. Donc très vite, il s'est dit bon, en fait, je vais louer mon local à ces Ça a gens-là matché, et quoi. ouais, voilà, ça a Ok. matché. Puis de Trop fil bien. en aiguille, ça devient de plus en plus facile d'avoir des locaux parce que tu en as déjà d'autres, Ouais, parce c'est que tu as ça. montré que ça Ouais, marche. c'est un effet Voilà. de levier, en fait, hein. Ouais. Mais Toujours c'est plus vrai que facile. le premier, c'est un gros aléa. Hmm. Moi, je vois régulièrement des projets qui sont dans le retail, qui sont très sympas, mais qui n'aboutissent pas puisque les porteurs de projets n'arrivent pas à trouver le bon local.
T'es un bon radar sur le retail, j'ai l'impression. Bah, de Ça- plus en plus, oui, parce qu'il y a des gens de mon réseau, il y a des gens autour de moi qui me sollicitent pour avoir des conseils quand ils lancent des projets. Ouais, Donc, je reçois aussi régulièrement des propositions pour investir dans des projets. Et du coup, oui, je connais un petit peu mieux. Mais trop bien. on va dire tout ce qui est hors restauration que je connais vraiment pas bien pour le coup. Ok. Au départ, quand on ouvre un lieu comme ça, il y a de l'argent à mettre pour développer plein de choses, que ça soit sur la partie software, l'algo, les technologies, et aussi sur payer le bail, etc. Est-ce qu'il faut beaucoup d'argent au départ pour démarrer? Ou comment est-ce que vous en êtes sorti au départ? Alors, il faut toujours de l'argent pour ouvrir une boutique, puisque Ouais, il faut y implanter ton concept. Donc, il faut faire des travaux, et les Ouais, travaux c'est coûtent cher. ça. Ouais. Voilà, donc il y a des gens qui savent faire de la peinture, du placo et de l'électricité. Moi, je sais pas le faire. Mais même si tu sais faire, ça coûtera toujours des choses. Même bien nous, on a sûr. des franchisés qui sont très débrouillards et qui font leurs travaux principalement eux-mêmes. Mais malgré tout, ils doivent quand même acheter les salles de jeu, ils doivent quand même acheter les équipements, le mobilier, etc. Donc, oui, ouvrir une boutique, ça coûte cher. Nous, en plus, quand on a ouvert la première boutique, on avait cette brique techno en plus que t'as pas forcément, et qu'on a amorti durablement. Donc oui, il fallait de l'argent. Nous, on a eu la chance au début du projet avec Charles, tous les deux, de sortir d'une expérience où on avait gagné un peu d'argent qui nous permettait d'investir dans ce projet. Moi, en vendant mes parts, et Charles avec la vente de KissKissBankBank, il avait eu des Ouais. BSPCE, et donc il a eu la chance de gagner un peu d'argent à ce moment-là. Et en plus de ça, on a fait une petite levée de fonds Friends and Family pour compléter, et on a eu une ligne de crédit à la banque. On a mis Ok. tout ça ensemble. Moi, le message que je veux passer par rapport à ça, c'est que ça ne doit pas être un frein. En fait, un bon projet retail, c'est pas très compliqué de le financer. Quand il est identifié par les banques, il est très facilement finançable. Quelqu'un qui veut lancer un resto, qui veut lancer une crèche, les banques connaissent et les Ouais. banques financent à 75-80%. Ouais. Donc, certes, il y a un risque à emprunter et effectivement, si l'activité ne fonctionne pas derrière, il va falloir payer. Hmm. Mais c'est pas du tout impossible et il faut pas reculer devant ça. Ok. Ça, c'est pas quelque chose qui vous a fait peur, quoi. Ni à toi, ni à Charles, en tout cas. Non, non, ça nous a pas fait peur. Après, il y a toujours des nuits qui sont un peu longues où tu te dis, mais attends, Oui, je suis en bien train de sûr. faire un truc où je propose aux gens de Ouais. buzzer, ça se trouve, je me tape un délire, ça va pas du tout marcher et tout. Ouais. Donc, si Ouais. tu veux, il y a des moments où tu doutes, forcément. Surtout quand le processus de lancement a quand même duré quasiment un an. Hmm. Donc, il y a des moments de doute, certes, mais le jour où l'activité se lance et où tu vois que ça commence à prendre, que le bouche à oreille est bon, que les notes sont bonnes sur TripAdvisor et sur Google, et indépendamment de tes potes, Ouais, ça c'est Ouais. carrément. important. Ouais, de ouf. Voilà, parce que tes potes ils trouvent ça cool, hein, y a pas de problème. Ouais, puis en plus, Mais c'est les premiers à vouloir te donner un peu de confort, etc. Donc, ils viennent, ils te mettent des avis, ils te mettent des notes, etc. Mais c'est vrai que voilà, c'est ça. c'est ultra gentil, mais c'est pas le plus objectif, quoi. Voilà, Ouais. c'est ça. Mais la contrepartie de ce risque financier du départ, c'est que généralement dans le retail, tu peux avoir une rentabilité immédiate. Ouais. Et nous, tous les centres cuisine qu'on lance, que ce soit en propre ou en franchise, ils sont rentables. Si c'est pas le premier mois, c'est le deuxième. Ah Ouais. ouais, ça va très vite. Ça va très Ouais, vite. Voilà. mais alors justement, juste pour revenir sur le lieu, quand tu trouves le lieu, donc en fait déjà, ça veut dire qu'il faut déjà trouver un lieu aussi, du coup, qui vous permette aussi de faire des travaux et d'emménager comme vous voulez. Enfin, je sais pas comment ça se passe en général dans mais là, c'est vraiment des travaux, il faut vous installer En certaines fait, choses. au début, tu fais ton cahier des charges, tu dis voilà, j'ai besoin de tant de mètres carrés, nous, on avait besoin d'une certaine hauteur sous plafond, donc c'était un des critères. Ouais, Tu as besoin d'avoir, je sais pas, je veux un accueil, je veux tant de toilettes, voilà. Et donc, tu étudies les plans, ensuite tu vas voir avec ton architecte et tu vois si globalement tu peux implanter ton concept dans le lieu. Une fois que c'est bon, tu fais une offre au propriétaire. Si le propriétaire l'accepte, derrière, tu négocies le bail, ensuite tu signes le bail, et après tu fais ton projet d'aménagement avec ton architecte. Ensuite, tu prends des entrepreneurs, tu fais les travaux, et ensuite tu ouvres. Voilà. Tout ça, c'est dans un espace-temps, ça dépend des projets, mais ouais, qui est d'à peu près 4 mois, en gros. On se ok. demandait avec Raph, là, juste avant l'enregistrement, une petite question là qui vient. Il y a des architectes qui sont spécialisés dans ce genre de concept, des quiz rooms, des Un escape laser games, des choses game, comme ça, ouais, ouais. les... Ouais, il y en a qui sont pas mal spécialisés dans les loisirs. Hmm. Euh, Après, je Vous avez pense, fait appel à un profil comme bah, ça ou? initialement, on a pris une architecte qui était spécialisée dans les escape games et elle Ok. travaille encore aujourd'hui pour nous pour déployer nos franchisés. Mhm. Euh,
Mais il y a plein d'architectes qui sont pas spécialisés, qui peuvent être très bons là-dedans. Ouais. Par la suite, d'ailleurs, on a fait travailler une autre agence pour revoir notre concept retail, puisque entre le concept retail qu'on a lancé au tout début et celui qu'il y a aujourd'hui, il y a un monde, parce qu'on a voulu revisiter un petit peu l'expérience client, on a voulu l'allonger, proposer aux gens de rester plus longtemps dans nos centres pour les fidéliser à la marque. Ouais. Et donc là, on a pris une autre agence, mais qui est plutôt une agence spécialisée dans le fait de faire vivre les marques dans des lieux retail. C'est une agence qui s'appelle La Belle Expérience, qui a une super réputation à Paris. Et donc, eux, ils n'étaient pas du tout spécialisés loisirs, mais pour autant, ils nous ont apporté exactement ce qu'on voulait. Ouais. Ok. Et c'est en quelle année que vous l'avez, c'est à quel moment que vous avez monté du coup le premier groupe? Alors, le premier centre, on l'a ouvert en septembre 2019 Ouais, à donc c'est Paris. juste avant le Covid en fait. Ouais, on a Trop fait bien. 2 mois de préouverture, je le dis, parce que dans un podcast entrepreneurial, ça peut être intéressant. On a fait 2 mois de préouverture pendant l'été. On avait fait une campagne KissKissBankBank avec des préventes. Et donc, les gens achetaient leur place en prévente avec un prix décoté. Et la contrepartie, c'était de leur dire attention, il y aura peut-être des problèmes pendant votre session. Et en Ouais. l'occurrence, il est arrivé plein de fois qu'il y ait des bugs ou des trucs qui allaient pas. Ouais. Mais ça nous a permis de faire rentrer un petit peu d'argent dans les caisses. C'était pas le but principal. Et Le de but tester principal, aussi du coup C'est pour le. de voilà, roder un peu la machine, etc. tester, retour, roder la machine, avoir des premiers avis clients Ouais. sur, Les premiers sur feedbacks qui TripAdvisor, sont Google. importants. Voilà. Et Trop puis avoir trop. un premier bouche à oreille qui se constituait aussi sur la partie entreprise, puisque j'étais à l'âge où j'avais pas mal de mes potes qui étaient en train de devenir manager dans des boîtes et qui du coup avaient des équipes Hmm. et qui pouvaient demain devenir clients pour amener leur équipe en team building. Bah ouais, c'est génial ça. Trop bien. C'est vrai que ça donne envie, c'est le genre de business là où tu te lèves le matin, tu vas ouvrir la boutique, tu es sur le comptoir, t'attends que les gens y viennent. C'est vrai que Ouais, ça change complètement. vraiment C'est plus du tout de. mon quotidien, mais j'ai Ouais, adoré le début. Ouais, Ouais. bien sûr. ouais, j'imagine. Bah alors justement, alors pour parler de scalabilité un peu, c'est à partir du moment du coup où vous avez monté le premier lieu, à partir de combien de temps est passé entre le premier et le deuxième lieu? Comment est-ce que vous avez du coup dupliqué à quel moment? En fait, le premier lieu, il a cartonné tout de suite. Direct. C'est-à-dire qu'au bout de 2 mois, on était plein tout le temps. On n'avait plus un seul créneau dispo à Paris. Il se trouve qu'on avait que 2 salles, donc on avait une capacité d'accueil qui était quand même assez réduite pour le coup. Hmm. Mais c'était plein tout le temps. Donc on a assez vite acquis la conviction qu'on pouvait se déployer et que le potentiel était là. Euh, Après, il y avait quand même du boulot, on faisait tout, on n'avait pas encore embauché, donc on pouvait pas tout faire. Mais assez vite, en fait, en janvier, donc après 4 mois d'ouverture, on s'est dit on va en ouvrir un deuxième. Et comme là, on avait au fond de notre tête l'envie à un moment de franchiser pour prendre le terrain, pour aller plus vite et pour imposer notre marque, on s'est dit le deuxième, on va pas le faire à Paris. Le deuxième, on va le faire en province. On va le faire à Bordeaux parce que ça va nous permettre, quand on aura des franchisés à convaincre, ça va nous permettre de leur donner un référentiel qui va être beaucoup plus à leur échelle Ouais. et donc d'être plus crédible et de leur dire si ça marche à Bordeaux en l'occurrence, on pense Hmm. que ça peut marcher chez vous. Et je pense que ça a été un bon choix puisque ça a vraiment crédibilisé notre démarche. Et on s'apercevait qu'à chaque fois que les gens nous demandaient des chiffres, ils nous demandaient les chiffres de Bordeaux, parce qu'en fait, ils se foutaient réellement de connaître les chiffres qu'on faisait à Paris. Non, C'était bah, pas, Bien sûr, c'est pas comparable. voilà, c'était pas comparable. Donc on a choisi de faire Bordeaux. Bon, il se trouve qu'il y a eu le confinement, donc du coup, on avait obtenu l'emprunt, mais finalement, ça a été décalé. Hmm. Et donc on a fini par ouvrir Bordeaux entre les deux confinements. On a ouvert un mois, puis ensuite on a refermé, vraiment l'enfer. Ouais. Et pendant le confinement, on a lancé la franchise, donc plus vite que prévu. Donc pour le coup, on n'avait pas encore les chiffres de Bordeaux, même si c'était notre Mhm. Ouais. intention, on n'avait pas encore ouvert. Mais on a vendu 7 franchises pendant les deux confinements auprès de professionnels du loisir qui voulaient se diversifier. Donc ça va, le Covid, bah, c'était relou, quoi. Mais pour vous, ça aurait pu être pire, si on peut dire comme ça, Ouais, à ce en moment-là. fait, la chance qu'on a eue, c'est qu'on avait déjà 6 mois d'exploitation à Paris et que ça nous a permis déjà d'être sûr que ça plaisait. Ouais. Donc déjà pour D'avoir nous, des c'était chiffres, d'avoir des choses à montrer. Ouais, exactement. Et puis même pour notre propre motivation à nous, savoir que quand ça allait réouvrir, ça allait remarcher, Ouais. c'était quand même assez rassurant. Et puis on a fait le choix de la franchise, même si on n'était pas tout à fait prêt sur tous les aspects. On a fait le choix de la franchise pendant le confinement, plutôt que d'aller vers ce que faisaient tous les gens qui étaient dans les loisirs indoor, c'est-à-dire proposer des activités en ligne.
Hmm. Moi, franchement, proposer un quiz room en visio, ça nous faisait pas rêver. On s'est dit que c'était probablement une connerie parce que ça allait juste mettre dans la tête des gens que quiz room c'était un quiz, alors qu'en fait quiz room, ce qui apporte la plus grande valeur ajoutée, Bien c'est quand sûr. même le Il y fait a- d'être sur le plateau avec cette L'environnement, le ambiance, etc. contexte, tout ça, bien sûr. Ouais, ouais. Exactement. Ah ouais. Donc on a fait le choix de la franchise. Je pense que c'est un choix qui a été payant. Et du coup, quand ça a rouvert, on a rouvert tout de suite plein de centres. Entre-temps, on s'est structuré. C'est Ouais. marrant, on a recruté des gens alors que tous les centres étaient fermés. Ouais. Voilà. Mais on a réussi à plutôt bien atterrir sur nos pattes Ok. malgré le confinement. Mais alors, justement, avoir des franchises, c'était votre objectif de base depuis le départ ou ça s'est développé pendant le Covid, tu viens de nous le dire, mais c'était quoi l'objectif, en tout cas, quand vous voyez que ça commençait à bien marcher à moyen, long terme? En fait, je dirais pas que l'objectif c'est d'avoir des franchises. L'objectif avant tout, c'était pour nous de créer une catégorie de loisirs, le quiz, qui n'existait pas, et c'était par ailleurs d'en faire une marque référente. Quiz Room. Ça, c'était notre objectif. Quand tu veux servir cet objectif, soit tu lèves énormément d'argent et tu déploies tout en succursale, Ouais. mais il se trouve qu'à ce moment-là, avec les confinements et autres, nous, on n'avait pas, enfin, la valeur de la boîte n'aurait pas été suffisante, donc on n'avait pas de quoi lever beaucoup. Je Hmm. pense que c'était pas forcément une bonne chose. Et tu as un deuxième levier quand tu veux créer une marque et que tu veux aller vite dans le retail, c'est la franchise. Parce que la franchise, c'est pas toi qui investis. Alors toi, tu investis un petit peu parce qu'il faut créer de la doc juridique, il faut communiquer sur ta franchise. Pour nous, d'ailleurs, c'est un très faible budget, mais tu dois Et quand en même plus, avoir c'est des très vite ressources qui sont rentable. plus. Ouais, ouais, exactement. C'est très vite rentable. Et puis, c'est les franchisés qui investissent, mine de rien. Les Ouais, franchisés, ils te payent même quand ils ouvrent parce qu'ils te payent un droit d'entrée. d'accord. Donc nous, on a pensé que c'était un bon moyen pour développer la marque et puis évidemment accessoirement pour avoir un modèle économique viable autour de la franchise. Hmm. Voilà. Et après les confinements, on s'est dit tiens mais il faudrait quand même que nous on continue de se développer en propre. Donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, on a levé un peu d'argent avec des business angels, Ok. ce qui nous a permis nous d'accélérer notre développement en succursale. Donc aujourd'hui, on a un modèle hybride entre des succursales la plupart du temps dans les plus grandes villes, Mhm. Paris, Lille, Lyon, Bordeaux, Strasbourg. Et on a aussi des villes un petit peu plus petites, Rouen, Saint-Quentin-en-Yvelines, on est en train d'ouvrir D'accord. Angers, voilà. Et à côté de ça, des franchisés, donc dans des villes de taille plus raisonnable, mais avec une force de frappe beaucoup plus importante. Et D'accord. donc le mix des deux nous a permis de nous développer très vite. euh, C'était une et bonne strat. voilà. Donc ouais, on pense que c'était une bonne strat et c'est une strat qu'on maintient aujourd'hui en France Ouais. et à l'étranger. Et alors, c'est avec lequel que vous gagnez le plus d'argent? C'est avec c'est avec les lieux en propre ou c'est avec les lieux qui sont franchisés? Ou c'est le mix des deux qui fait Alors la force? ce qui fait la force, c'est sûr, c'est le mix des deux, Ouais. puisque le mix des deux te permet de développer ta marque, te permet aussi de dérisquer ton développement, Mhm. puisque Ouais, ça prend du c'est pas cash toi qui flow. investis à chaque point de vente. Après, il est très clair qu'on gagne beaucoup plus d'argent sur les succursales que sur les franchises. D'accord. Nous, aujourd'hui, on gagne 4 fois plus d'argent sur nos succursales que sur nos franchises. Ouais, Mais oui. ça, on le sait dès le départ. Et voilà, le tout, c'est de trouver le bon dosage. C'est sûr que, C'est une bonne balance, quoi. ouais, c'est sûr que si on avait vendu en franchise Lyon, Bordeaux, Lille et Paris, bon, on aurait fait qu'un réseau de franchises, quoi. Ouais. Donc, C'était pas le but. C'était non, pas le c'était pas but. le but. C'était pas le Bah but. alors, Et il y a aussi un truc qui est important, c'est que les franchisés, ils attachent beaucoup d'importance à ce que toi, en tant que franchiseur, tu exploites en propre. Parce que du coup, tu as des problématiques qui sont proches des leurs. Tu comprends comment opérer un centre. Et donc, tu deviens pas le franchiseur dans sa tour d'ivoire qui imagine des trucs, Ouais. mais qui en fait n'a aucune notion de la réalité. Nous, Hmm. on opère 10 centres en propre. À nos franchisés, quand on arrive avec des problématiques, en fait, généralement, ils ont les mêmes. Ouais. Donc ouais, ça, c'est c'est ça. quand même très important en termes de Tout, crédibilité. Et tout est ça relié montre, de toute façon. tout est relié. Et il y a aussi un truc qui est important, c'est que quand ton réseau ou quand tes candidats franchisés voient que toi, tu continues de te développer en propre, ils acquièrent quand même rapidement la conviction que ton modèle est bon. Ouais. Parce que si tu investis, C'est des bons dans ton signaux. truc, bien sûr. Voilà. Hmm. Ouais.
Mais alors quand vous ouvrez des lieux à vous, du coup, bon, là, on va parler de la France, dans toutes les petites villes, comme tu l'as dit, Rouen, par exemple, ça veut dire que vous êtes sur place dès le début ou vous trouvez direct un responsable sur place qui peut gérer, vous lui apprenez le métier? Comment est-ce qu'on duplique, en fait, autant comme ça dans la France, dans toutes les régions, avec autant de lieux? Comment est-ce qu'on fait ça concrètement? C'est quoi les Bah, alors, milestones? déjà, ça dépend à quel stade du projet, hein. Au tout début, quand on a lancé le premier centre à Paris, je vous le disais tout à l'heure, on a géré le centre Ouais, c'était avec vous, Charles. j'imagine. Ouais. Voilà. Mais parce que tu mets en place ton modèle opérationnel, où tu as besoin d'être là, tu as besoin de comprendre, puis même à terme, c'est hyper important d'avoir été sur le terrain pour pas que les équipes te disent que tu sais pas faire. Ouais, puis Bah ouais, c'est c'est ultra ça. important que le boss il comprenne Bah, t'es son obligé. produit et ses clients, etc. Je suppose que Exactement. c'est primordial. Et finalement, c'est le même, enfin, tu prends une boîte tech, c'est la même chose, hein. Au début, le Ah ouais. fondateur, il va faire du commercial, il va faire du customer success. C'est important de comprendre ce que pense ton client et donc de Mhm. t'adapter. Après, bah, après, on a embauché pour le centre à Paris. D'ailleurs, je le dis, j'en suis très fier. Notre premier responsable de centre qu'on a embauché à Paris, il est devenu franchisé de Quizroom à Bayonne. C'est beau. Énorme, Ok. ça Ça, c'est c'est très cool. Voilà. Et puis, bah, de fil en aiguille, tu ouvres des centres. Le truc, c'est que nous, la plupart des centres qu'on a ouverts en propre, on les a ouverts en province. Donc, de fait, on pouvait pas les opérer nous-mêmes. Mhm. Ce qui fait que systématiquement, pour chaque ouverture, on embauche un responsable de centre qui vient un mois avant l'ouverture, qui travaille sur l'ouverture, qui ouvre le lieu et qui ensuite recrute son équipe. Mais c'est quelqu'un Ok. qui habite là-bas forcément ou pas Ouais, forcément? ouais, Ok. c'est quelqu'un qui habite sur place donc nous, on a fait le choix pour pouvoir se déployer plus facilement et avec plus d'ambition. On a fait le choix de recruter des gens plutôt ambitieux, cadres, et qui donc sont dans une dynamique où ils ont envie de faire du retail, mais aussi un métier de bureau où ils apportent de la valeur. Vous avez un Euh, profil quand même assez défini de ce que vous voulez quand même. de plus en plus, le profil s'est dessiné. Après, il y a Ouais. pas de, on n'est pas dogmatique sur le sujet. Ça nous Oui. arrive d'avoir des profils différents, mais on a souvent des gens qui sont assez jeunes et qui sont sortis d'école entre il y a 6 mois ou un an ou deux, Hmm. et qui sont encore une fois super contents d'avoir un métier qui est à mi-chemin entre le métier de bureau et le métier de terrain. Ça, je pense que c'est la grosse force de ce travail de responsable de centre. Bien Mais Voilà. sûr. ça, Et après, sur la partie franchisée, bah, les franchisés sont indépendants. Si vous voulez, on y reviendra, hein, ce qu'est un ouais. franchisé. Mais un franchisé est indépendant, donc c'est lui, il entreprend dans un cadre qui est celui du contrat de franchise. On lui impose un certain nombre de choses, mais recruter son équipe fait partie des choses sur lesquelles il est 100% indépendant. Donc c'est le franchisé qui recrute son équipe. Suivant le franchisé, soit il décide au départ d'opérer lui-même, soit il est plus franchisé investisseur. Et dans ce cas, il embauche dès le premier jour un responsable de centre, comme on le fait nous quand on exploite en France. Mais alors du coup, vous Ok. trouvez votre Mais responsable de moi, centre, vous trouvez l'endroit j'essaye et de me après... mettre. Ouais. Ouais, pardon. Euh, je- parce que je. Ok. Je. euh, Vous m'entendez tous là? Ouais. Je t'entends, ouais. Ok. Parce que je pense que Raph il est un peu en décalage, mais. Mm. Ok. Ouais. Moi je disais, j'essaye de me mettre dans tes baskets entre guillemets. Voilà, t'as fondé, cofondé avec Charles, Quizroom, etc. Quand on ouvre des franchises, on perd un petit peu le contrôle de ce qui se passe dans ces centres-là. Euh, Moi, à titre personnel, je sais que je suis quelqu'un qui aime bien tout contrôler. Donc je me dis, ok, j'ouvre un premier centre, deux premiers centres, trois centres. Je commence un petit peu, voilà, je peux à peu près contrôler tout ce qui se passe. C'est impossible de contrôler. Je sais plus exactement en tête combien de centres vous avez dans le monde, parce que vous êtes dans plusieurs pays. Vous êtes à combien de centres d'ailleurs? On, on en a là 55 ouverts 55. et on va en avoir à peu près 80 d'ici la fin d'année. Ouais. Donc c'est évidemment impossible de pouvoir contrôler 80 centres. Est-ce que c'est une tâche qui a été compliquée pour vous? Rien que de se dire, voilà, je veux être sûr que les clients ils aient l'expérience que moi j'ai imaginée, que ça soit avec le personnel, que ça soit avec ce qui se passe, le service, etc. Alors tu touches du doigt un sujet qui est super important. Et en effet, je pense que quand on se lance en franchise, il faut avoir conscience qu'on va laisser son concept entre les mains d'autres personnes. Euh, le lâcher prise, il vient au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il s'impose à toi. Au début, évidemment, tu as envie que tout soit parfait. Donc chaque accueil de client est impeccable. C'est toi qui le fais. Tu mets une énergie de dingue parce que c'est ta Ouais. boîte. Voilà. Au fur et à mesure, bah, tu embauches quelqu'un. Au début, cette personne, tu la surencadres. Du coup, bah, tu arrives à quelque chose qui est quasiment le reflet de ce que tu souhaites. Mhm.
Et puis au fur et à mesure, en effet, tu as de plus en plus de points de vente. Et donc là, tu peux plus maîtriser. Donc la seule chose que tu peux faire, c'est former les gens le mieux possible, mettre en place des process les plus efficaces possibles et mettre en place des process de contrôle de temps en temps. Mais malgré Ouais, tout, t'es pas là tous les jours, t'es pas là tout le temps, les gens bien ont une sûr. personnalité différente. Et ça, tu l'acceptes. Après, nous, on a la chance en fait d'avoir un produit qui est automatisé. Et donc du coup, aujourd'hui, on a une expérience client, en tout cas dans la salle. La partie de l'expérience client qui se Ouais, passe dans la salle, elle est et la strictement même, identique absolument partout. bien Donc ça, sûr. c'est Ok. dingue, tu vois. Tu prends même un resto de burger, bah, en fait, ça se trouve, le gars qui va te faire ton burger, il va mettre un cornichon de trop, ou ça se trouve, il va mettre le steak de travers. Il peut y avoir Donc quelques différences dans l'expérience, ouais, c'est voilà, ça. exactement. T'as toujours un petit aléa d'exécution. Alors que Hmm, nous, l'avantage, c'est que où que ce soit dans le monde, on a une expérience Quizroom qui est absolument identique. ok. Aujourd'hui, si tu regardes nos avis sur Google et sur TripAdvisor, c'est dingue. On a, sur nos centres, il n'y a pas un centre qui a moins de 4,7 sur 5 sur Google, sur des Ah, centaines d'avis. bah, Et déjà, ça, c'est... félicitations pour ça, parce que c'est Ouais, déjà, Ouais, merci. ouais, puis de ouf. c'est un monde de requins, un peu les avis Google, etc. Ouais, et puis Donc, t'as quand même pas mal de gens qui mettent des avis que quand ils sont pas contents. ouais, Donc, c'est ça, surtout, ouais, bien sûr. donc voilà, mais ça, nous, en fait, forcément, la qualité de l'expérience de jeu, elle a une importance Hmm, prépondérante là-dedans. Le delta, en fait, entre un 4,5 et un 5, c'est au final la personnalité du franchisé ou les gens qui sont dans le centre, est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils sont moins bons. ok, Voilà, nous, on a même des centres où les mecs sont à 5,0. wow. Tu vois, Ouais. t'es là, les stars, quoi. Et les Ouais, mecs, ils ont 400 avis et c'est 5,0 les avis. Tu vois. c'est ouf. Donc, tout ça pour dire que nous, le lâcher prise, il a été quand même rendu un peu plus facile par cet élément-là. Le fait que l'expérience de jeu, elle est quand même assez homogène. Mhm. Mais malgré tout, on y est ultra attaché. On fait en sorte que nos franchisés soient le mieux formés possible, le mieux accompagnés possible pour garder le même niveau. Mais je pense qu'il faut accepter à un moment que tu peux pas être at scale, tu peux pas être dans un niveau d'exécution qui est 100% celui que tu souhaites. Ouais, Mais déjà, s'il est à 90, bah, tu peux estimer que c'est une grande réussite. Ouais, ouais. ouais, Mais carrément. tu fais quand même des réunions avec avec tous les chefs de lieu, en fait, avec tous les responsables que tu as trouvés. Je parle pas forcément, pas des franchises, mais vos lieux à vous. Bien sûr, Comment bien est-ce que sûr. tu... Alors moi, j'ai un directeur opérationnel qui s'appelle Cyril et qui s'occupe donc de manager tous les responsables de centre. On a des référents maintenant qui gèrent même plusieurs points de vente. Ouais, et après, il te faut un Euh, report, tout simplement. Ouais, voilà. Donc, alors c'est vrai que la façon dont tu t'adresses des employés est pas exactement la même que celle avec laquelle tu t'adresses à des franchisés. Ouais. C'est pour ça qu'on a deux équipes distinctes. Mais à la fin, l'objectif est le même, hein. L'objectif, c'est que les standards soient respectés, c'est que la performance commerciale soit au rendez-vous, et que la marque, globalement, réussisse à bien vivre. Ouais, bien sûr, bien sûr. Il y a un petit point que je voudrais aborder, tu m'excuseras Raph parce qu'on n'en a pas parlé avant, mais c'est un truc que j'ai remarqué que tu relèves assez fréquemment lors de cet échange, c'est les avis Google, les avis TripAdvisor, qui sont, euh, qui sont aujourd'hui consultés par pratiquement beaucoup de monde, en tout cas avant d'aller, que ce soit dans un resto, dans un lieu, voilà, dans du loisir, etc. À quel point c'est important pour vous, ces avis-là? Est-ce que tu sens que voilà, vous avez des nouveaux clients, ouais, des nouvelles personnes qui fréquentent les centres parce qu'ils ont vu un bon avis, etc. Si vous voyez qu'il y a un mauvais avis, vous allez prendre le temps de consulter la personne, ok, pourquoi, qu'est-ce qu'on peut faire mieux, etc. C'est vraiment, vraiment important ces avis-là aujourd'hui? Alors oui, c'est très important. Il y a pas mal de gens qui les regardent avant de réserver en ligne une Ouais, activité. Donc c'est très important. Nous, on a aligné un peu les intérêts de tout le monde vis-à-vis de ça, hein. On fait des challenges entre les franchisés sur les avis. On incentive ce qu'on appelle nos quizmasters. Donc, c'est les gens qui accueillent la plupart des parties le soir et le week-end. On ok, incentive nos quizmasters sur les avis, le ok, nombre d'avis et la qualité des avis. ouais, Donc on est très focalisé là-dessus. On est focalisé là-dessus parce qu'en fait, ça n'est que positif d'avoir beaucoup d'avis.
ça aide en SEO, ça rassure les gens, voilà. De là à savoir exactement quel est l'impact des avis sur la fréquentation, c'est très difficile, mais je dirais Ouais. que ça participe de la construction d'une marque. C'est-à-dire que nous, en France, on a un peu plus de 40 points de vente, on en aura peut-être 70 ou 80 d'ici 2 ans. Mhm. Si les gens regardent les avis, que ce soit sur TripAdvisor, sur Google ou sur d'autres plateformes, et que systématiquement, ils se retrouvent avec un 4.8, 4.9 sur des centaines d'avis, avec des super avis, que ce soit sur la qualité de l'activité et sur la qualité de l'accueil, bah forcément, ça t'aide en termes d'image de marque. Et à Ouais. côté de ça, tu y associes également plein d'autres actions. Tu fais des RP, tu fais de l'influence, C'est tu ça, fais tout un tas basé de sur choses. les avis, quoi. De toute façon, il y a pas, pour parler et pour faire de la pub, il n'y a pas Ouais, mieux que c'est... le bouche à l'oreille et que les avis des gens qui ont été, qui ont vécu l'expérience, non? Bah exactement, c'est vrai que c'est très rassurant de savoir ce qu'en ont pensé les gens qui sont venus. Il y a, enfin, il y a tellement de pubs partout que tout le monde réussit à dire qu'il fait un truc génial. Ouais. Nous, nos pubs, elles sont très séduisantes. Ouais. Tu vois un plateau télé, tu t'imagines directement dessus. Mais c'est Hmm. sûr que quand t'es en phase de proposer le truc à tes potes ou à ta boîte, c'est quand même quelque chose d'engageant. T'as pas envie de proposer un truc de merde. Et bah, Ouais. tu vas aller te rassurer en regardant les avis. Je pense que c'est assez naturel et Mais Ouais, bien ça qu'est-ce sûr. devient courant. mais qu'est-ce qui motive les gens en fait de... Enfin, je sais pas, quand vous allez dans un lieu, dans un truc de loisir, vous commentez, parce que moi je ne le fais pas. Et je me demande quelqu'un qui va venir du coup avec ses Toi, t'es amis. un mauvais client, Raph. Ouais, je crois que je suis un mauvais client en fait, tout simplement. Non mais sérieux, enfin, qu'est-ce qui motive les gens après avoir fini leur truc, d'aller prendre le temps et d'aller vous chercher, d'aller mettre un like, mettre une note. Enfin, T'as deux types de personnes. T'as ceux qui adorent de façon générale donner leur avis, surtout. Donc c'est ce que Google appelle des local guides, quoi. C'est les gens ils donnent un avis quoi qu'il arrive. Tu mets limite ils vont acheter un Coca dans un supermarché, ils mettent un avis quoi. Donc eux ils en donnent quoi qu'il arrive des avis. Que Et ce eux soit ils bon sont ou pas. que ce soit bon ou pas et surtout généralement ils sont exigeants parce Ouais. que ils en mettent tout le temps donc ils mettent pas 5 étoiles à tout le monde. C'est pour ça ouais, que ces gens-là quand tu arrives à avoir des 5 étoiles de leur part, ça veut vraiment dire qu'ils ont une super expérience. Et à côté de ça, tu as tout un tas de gens qui sont les gens en fait avec qui tu as créé du lien pendant leur expérience et avec qui il y a eu des bons échanges, ça s'est bien passé et nous quasiment toute notre formation est basée là-dessus, c'est comment bah tu ouais, c'est accueilles bien partie les gens intégrale. Ouais. et comment tu les accompagnes et comment tu les débriefes à la fin, comment tu leur expliques qu'on est capable de faire d'autres. Et du coup, c'est un peu la relation que tu as créée avec la personne qui fait que tu vas la Hmm. pousser à faire l'effort de mettre un avis. Ouais, bien sûr. Mais cette personne-là, si juste tu lui dis bonjour, tu vas jouer pendant 1 heure, amuse-toi Ouais. bien, et à la fin tu dis ciao, il Ouais, laissera c'est jamais d'avis. tellement important d'avoir une bonne relation. Enfin, tu vas juste pour passer 1 heure de bon temps, t'as envie de kiffer, c'est ton moment avec tes potes, t'as envie de kiffer. C'est sûr que si tu te retrouves dans une expérience avec voilà un gars qui est pas sympathique en face de toi, franchement, donc Mais c'est totalement, si tu veux, primordial. t'es dans le loisir, les gens ils Ouais, sont là, ça. c'est une parenthèse, que ce soit familial, professionnel ou personnel, et Ouais, ils sont ouais. que dans le fun. Donc tu te dois d'être Ouais, ça t'as dans pas le cette choix. dynamique. Ouais, Bah mais ouais, en fait, bien sûr. en fait, moi je le vois comme ça, tu vas commenter que si ça a été vraiment catastrophique ou si ça a été vraiment bien en fait. Limite, pourquoi est-ce que, bon après, faut bien différencier entre plusieurs lieux et faut bien qu'il y ait une scale pas de 0 à 5. Mais limite, j'ai l'impression que c'est plus binaire, c'est où c'est bien passé ou c'est pas bien passé, c'est ça qui va te motiver en fait de laisser un truc à la fin. Oui, c'est souvent ça, c'est souvent Ouais, ça. c'est ça. Les gens qui vont laisser un avis alors qu'ils ont trouvé ça cool sans plus, c'est ceux qui sont dans la première catégorie que j'évoquais, c'est-à-dire ceux qui ont l'habitude de donner un avis sur tout. Ouais. Ouais. Ok. Ok, alors tu nous l'as dit tout à l'heure, tu nous l'as dit que vous étiez du coup, plus que en France maintenant. Est-ce que tu nous expliquer un peu comment ça s'est passé, quelle a été du coup l'envie enfin, de quitter, enfin de sortir un peu à l'international, comment ça se passe? Comme tu nous l'as dit là avant, pour aller à Rouen, il faut trouver quelqu'un sur place du coup, qui est de là-bas. J'imagine qu'à l'international c'est complètement différent, c'est comme c'est une autre culture, enfin, je sais pas trop comment ça se passe, mais Alors écoute, l'international, en fait, nous, ça s'est fait très progressivement. Il se trouve que la première franchise qu'on a ouverte, elle était à l'international. Elle était ah ouais, à Genève. Ok. Euh, bon, au début, très clairement, on a eu un peu peur parce qu'on s'est dit franchement, est-ce qu'on va commencer à déployer à l'international alors qu'on existe à peine en France? Ça paraît un peu risqué. Je pense que c'est important quand même de se tenir à une stratégie de développement qui soit cohérente. Et à l'époque, on n'avait pas les ressources pour faire la Suisse. Donc, c'était en fait pas très raisonnable de le faire. La raison pour laquelle on l'a fait, c'est la personnalité du franchisé qui s'est présenté à nous.
on a eu un super franchisé qui exploitait déjà plusieurs activités de loisirs, qui avait déjà accompagné des réseaux dans leur première vague d'internationalisation. Ok. Et donc, on s'est dit à ce moment-là, on est dans le registre du quick win. C'est-à-dire, on a un coup à faire et on pense que c'est le bon coup à faire avec la bonne personne. Hmm. Même si ça rentrait pas dans notre roadmap. Voilà. Donc de temps en temps, il faut savoir faire des pas de côté par rapport à sa stratégie. C'est très important de rester dans sa strat, mais quand il y a des opportunités qui se présentent, qu'on estime que c'est la bonne, bah il faut savoir la saisir. Ouais. Donc nous, on a dit OK pour ouvrir Genève. Et bah, du coup, ce qui est bien, c'est qu'avec cette première ouverture, on a compris déjà pas mal de choses sur ce qu'était l'international, et notamment ce que j'évoquais tout à l'heure, l'adaptation locale des contenus. Ce qui est quand même la brique la plus difficile, Oui, bien sûr. en plus de l'adaptation du marketing et autres. Donc nous, on a commencé progressivement et avec un franchisé. L'avantage de la Suisse, c'est que tu es quand même dans un pays francophone, tu es proche de la France, et nous, c'était en vrai pas très compliqué de le faire. Hmm. Ensuite, on a continué avec la Belgique, encore en franchise, la Belgique francophone. Ouais. Donc on restait avec un jeu en français à titre principal et avec un jeu en anglais existant, mais qui servait que quand on a des publics internationaux, qui restait à la marge. Voilà, donc pendant assez longtemps, on est resté juste avec ces franchises-là, qui étaient donc assez proches de la France et qui exploitaient en français. Ensuite, on a eu l'opportunité d'ouvrir en Australie. On a un franchisé qui nous a contactés, qui exploitait des activités de loisirs qu'on connaissait, notamment Virtual Room, dont je connais le fondateur. Et Virtual Room nous a recommandé, et le franchisé australien nous dit voilà, j'aimerais ouvrir en Australie, j'aimerais en ouvrir plein en Australie. Il se trouve que là encore, c'était la bonne personne, il avait déjà ouvert plusieurs activités, il l'avait déployé partout en Australie, donc on s'est dit, si c'est pas lui, ça se trouve, ce sera jamais personne. Et par ailleurs, et ça c'était le critère principal, on s'est dit, l'Australie, c'est une bonne façon de mettre un pied dans le monde anglo-saxon. Ouais. On va ouvrir un premier pays anglo-saxon, on va comprendre des choses et on va Ouais. pouvoir conclure si demain ça marchera au UK, si demain ça a des chances de marcher aux US, etc. Et donc c'est pour ça qu'on a dit OK. À ce moment-là, on était un peu plus structuré, donc c'était Parce que là, c'est quand même complètement différent de la Belgique et de la Suisse, là. Ouais, c'est complètement différent. à l'autre bout du Complètement monde, tu peux pas faire différent. des allers-retours comme ça en plus. On est juste allé installer les salles. Donc effectivement, la formation c'est pas la même parce que tu l'as fait à distance. Les process de contrôle sont pas les mêmes. Il y a des choses qui sont assez amusantes aussi en termes de serveurs. On s'est rendu compte quand on était là-bas que les buzzers ils étaient pas assez réactifs parce qu'en fait le Ok. serveur était à l'autre bout du monde. Eh oui, il fallait. Donc Bien du sûr. coup on a délocalisé nos serveurs. Enfin, on a appris Waouh. plein de trucs. C'était assez marrant. Ok. Et de fil en aiguille ça s'est développé. Mais là encore, on était encore dans un système de franchise. C'est-à-dire que malgré tout, c'est quand même le franchisé qui fait ses travaux, qui investit, qui connaît le droit du travail local, qui recrute ses équipes. Et nous, au final, on livre le savoir-faire, la marque et le logiciel. Voilà. Ouais. Là où ça a changé vraiment de paradigme vis-à-vis de l'international, c'est depuis l'année dernière, quand on a décidé d'ouvrir en propre. Donc là, l'année dernière, on a ouvert à Bruxelles en propre. En propre, ok. La connerie qu'on a fait, c'est qu'on a pensé que Bruxelles, c'était la France. Parce qu'en fait, tu prends le train à Gare du Nord et en 1h30, t'es à Bruxelles midi. Et donc tu te dis, bah en fait, je mets moins de temps à y aller que d'aller à Saint-Quentin-en-Yvelines. Ouais. Donc en fait, c'est bon quoi, c'est la France. Et en fait, pas du tout, pas du tout. Gros C'est problème complètement différent. administratif. Enfin voilà, on avait sous-estimé en fait la Ah, c'est même pas complexité sur que la ce serait. culture, c'est sur les. Voilà, sur tout ça, Bah, les problèmes administratifs. culturellement, pour le coup, c'était assez simple parce que tu sais, on avait déjà des franchises Oui. donc, qui étaient à donc, Mons, à Liège et à Namur, donc côté Wallonie. Donc côté jeu, on a quand même dû créer le jeu en flamand, ce qui Ok. était Ça devait être un un peu sacré taf. challenge. Ouais, ce qui était un challenge, mais bon, on a une équipe pour ça qui s'en est très bien sortie. Trop bien. Et non, la complexité, c'est qu'on avait sous-estimé tout le travail qu'il y a au niveau administratif. Tu vois, je donne des exemples tout con, hein, mais créer une société, là-bas, faut passer devant un notaire. Ok. Les baux sont beaucoup moins encadrés, donc il faut beaucoup plus regarder ce qui va se dire Faut dans tout les baux réapprendre, quoi, commerciaux. quasiment. Voilà. Sur la partie admin, faut quasiment tout réapprendre. Les règles vis-à-vis de la ville sont pas les mêmes. Toi, tu connais rien. Ouais. Nous, on a envoyé quelqu'un de notre équipe qui était à Paris. On l'a envoyé à Bruxelles en mobilité. Donc, super projet pour lui. Et en fait, c'était pas évident pour lui parce que, bah, en fait, il connaissait pas non plus.
Bah ouais. Donc il devait tout réapprendre, alors que c'était pas forcément son ADN de base. Finalement, il s'en est sorti, mais voilà, ça a été plus compliqué que ce qu'on pensait. Et du coup, bah, ça nous a rappelé que se développer à l'international en propre, c'était quand même du boulot et qu'il fallait pas le prendre par-dessus la jambe, qu'il fallait pas faire 4 pays par an, et qu'il fallait le faire méthodiquement. Voilà. Hmm. Donc là, actuellement, on est en train d'ouvrir à Montréal. On ouvre dans 15 jours Wow. au Canada, en propre également. Là, moi, je suis allé 1 mois sur place. J'ai rencontré énormément de gens pour comprendre pas mal de choses. On a Parce que ensuite là, envoyé... culturellement parlant, c'est quand même différent. Ouais, Pour le beaucoup coup, plus là, c'est différent que ce différent. qu'on pense. Mais pour le coup, je pense qu'on n'a pas fait la même erreur qu'en Belgique. Ouais. Et au Canada, en fait, on pense que c'est des Français parce qu'ils parlent français, mais la réalité, c'est qu'ils sont plus Rien. américains. Ouais. Donc voilà, pas mal de trucs à apprendre aussi, mais on a beaucoup plus anticipé tous ces sujets qui pouvaient être un peu bloquants. Ok. Et donc du coup, ça a été beaucoup moins douloureux. Et là, on va dire la phase préparatoire à l'ouverture se passe très bien. Trop bien. Et on est aussi en train d'ouvrir le UK, puisqu'on est en train d'ouvrir à Londres. Et là aussi, donc on utilise une méthode un peu plus long terme pour l'ouverture, mais on essaie de rencontrer plein de gens. Voilà. Maintenant, on connaît assez bien les écueils qu'il faut éviter. Hmm. Et Ça se développe bien, quoi. voilà, ça se développe bien. Sachant que l'objectif, donc, c'est de pouvoir exploiter en propre les pays dans lesquels on pense que les opérations sont possibles et on pense qu'il y a un potentiel hyper important. Donc Ouais, c'est c'est ça pour que ça j'allais qu'on demander. Vous regardez quoi comme facteur chez les pays pour pouvoir vous installer? regarde. Enfin, nous déjà, on se dit que on va avoir quelqu'un de local pour exploiter. Donc il faut que cette personne, on puisse lui parler. Ouais. Ouais. Donc déjà, a priori, c'est plutôt des pays anglophones, Mhm. voire hispanophones. Mais a priori, d'autres types de pays, c'est compliqué. Ok. Le potentiel, ça dépend de la taille des villes. Ça dépend du nombre de villes. Et on essaye d'estimer quel est le potentiel général du marché. Si le potentiel est vraiment important, on se dit que nous, on peut créer une filiale sur place avec un premier centre qui sert de preuve de concept. Hmm. Et derrière, on peut en ouvrir d'autres en propre, on peut lancer un réseau de franchise, on peut lancer une centrale d'achat et on peut répliquer ce qu'on a fait en France sur ces marchés-là. Ok. Voilà. Donc ça, c'est l'ambition qu'on a au UK, c'est l'ambition qu'on a au Canada. Et après, pour les autres pays, on est plus dans une démarche soit d'avoir des masters franchisés comme on a fait en Australie, soit de faire éventuellement des joint ventures. Mhm. C'est-à-dire qu'on va s'associer avec un entrepreneur local qui va porter le projet en tant que majoritaire. Et nous, on va y apporter du support, on va y apporter des financements et autres. Le savoir-faire, tout ça. C'est intéressant parce que vous auriez pu vous dire non avant que j'aille. Enfin, en gros, je valide tout l'Europe et après je sors dans les pays, je sais pas, Montréal, enfin au Canada, Australie. Enfin, vous auriez pu vous dire ça. On Parce que aurait je sais pas, le pu, ouais. régulateur, il doit être, enfin, il doit avoir des choses quand même en commun. Ça doit être plus simple d'ouvrir qu'en Europe plutôt qu'au Canada ou en Australie. Vous êtes passé par quelqu'un qui a Le- été franchi. L'Union européenne simplifie un certain nombre de choses, mais franchement pas tout. Ouais, avec la Donc tu Belgique, là, vois, t'as pu voir. non mais la Belgique, c'était un enfer administratif. Mais bon, Alors que c'est à 1h30. voilà. Mais encore une fois, je pense que c'est notre faute. Hein. Je pense que c'est pas un enfer dans l'absolu. C'est on a pris le truc par le mauvais côté. Mais non, honnêtement, c'est pas plus complexe d'ouvrir au Canada que d'ouvrir à Ouais, Bruxelles. Nous, le Canada, ce qui nous intéresse, c'est que c'est un marché qui a un niveau de maturité qui est un petit peu inférieur à celui de la France, sur lequel on arrive les premiers et sur lequel on peut, je pense, assez vite imposer une marque. On a par ailleurs une vraie dynamisme en termes de team building et une météo qui est très favorable aux loisirs d'intérieur. Carrément. Donc pour ces raisons, le Canada nous intéresse et le Canada, c'est une porte d'entrée vers les US. Donc c'est aussi une façon Ouais. d'aller tester. Là, pour le moment, on est au Québec, mais quand on va ouvrir en Ontario, à Toronto et à Ottawa, on pense qu'on pourra se faire quand même une idée assez précise du succès qu'on pourra avoir aux US. Hmm. Et donc peut-être à terme de pouvoir ouvrir les États-Unis. trop, Trop trop C'est un bien. bien. peu ça l'idée. Trop bien. Wow. Alors justement, comment est-ce que tu vois toi Quiz Room dans 5 ans? De toute façon, on te donne un temps là de 5 ans, quelles sont les ambitions chez vous, enfin, et toi, qu'est-ce que t'en penses? Euh, Nous, notre ambition, ça reste la même, c'est que cette nouvelle catégorie de loisirs soit incarnée par une marque qui est celle de Quiz Room. Et donc ça se matérialise en France
où on a déjà fait pas mal de chemin et on en a encore un petit peu à faire, mais bientôt toutes les villes auront un quiz room, donc on n'aura plus grand chose à développer. On voit quiz room comme une offre produit qui va énormément se développer aussi, parce qu'on a un catalogue de jeux aujourd'hui avec le quiz original, le blind test original, les quiz thématiques, les blind tests thématiques. Demain, on a un nouveau jeu qui va sortir. Oh, wow. Ouais, Ok. on a un nouveau jeu assez ouf qui va sortir, toujours avec un sous-jacent quiz, mais où il va y avoir des jeux de rôle et autres, donc ça va être vraiment cool. Ah, sympa. Et on veut développer le catalogue. Ça, c'est mon associé Charles qui s'en occupe. Donc d'un point de vue produit, on veut développer le catalogue au maximum pour donner des raisons aux gens de revenir plus souvent chez nous. Et après, donc l'idée, c'est vraiment d'imposer cette marque à l'international sur les marchés qu'on a identifiés. Et après, à partir de l'année prochaine, on va probablement aussi se diversifier et donc développer des nouvelles activités de loisirs de centre-ville, puisque c'est notre ADN. Même si aujourd'hui on est de temps en temps dans des multi-activités qui sont pas en centre-ville et autres, et c'est très bien, mais notre ADN de base, ça reste quand même le loisir d'intérieur de centre-ville. Donc on aimerait bien se diversifier là-dedans en développant de nouvelles activités et ensuite de les déployer. En fait, la force qu'on a maintenant avec notre réseau, c'est que si demain on sort une nouvelle activité ou si nous on devient master franchisé d'une activité qui vient de l'étranger, on peut la déployer très vite avec notre réseau puisque nos franchisés ils attendent qu'une seule chose, c'est qu'on leur propose, qu'on leur présente une nouvelle activité qu'ils vont pouvoir ouvrir dans leur ville. Ouais, Voilà. bien sûr. Donc le but c'est de se diversifier pour additionner les activités et démultiplier les réseaux. Je sais pas toi, Raph, mais j'ai qu'envie d'aller faire un quiz room là. Ouais. J'ai trop envie d'essayer. Prochain Franchement, passage. ouais, c'est où du moins. J'aimerais bien qu'on ouvre en Israël, hein, pourquoi pas. Franchement, ouais. Alors franchement, tu parlais, voilà, tu voulais avoir quelqu'un qui parle francophone, enfin qui est francophone, etc. pour que ce soit plus facile. Là, t'es servi pour le coup. La communauté francophone en Israël est immense. Ouais, Et je pense donc, de plus en plus. Ouais. et il Non, mais y en c'est a clair, moi beaucoup. j'y crois beaucoup. La seule complexité qu'on a aujourd'hui, c'est la même d'ailleurs au Moyen-Orient, enfin sur la partie arabe, c'est la langue. C'est-à-dire que voilà, faudrait qu'on Ouais, là, développe le faut jeu tout en changer. hébreu. Ouais. Ouais. Voilà. Donc t'as Ouais. toujours cette question de quel est l'investissement que j'ai envie de faire à court terme et qu'est-ce qui va m'apporter d'un point Bien de vue sûr. business. Donc là, on essaye, en vue de l'année prochaine, de scaler au maximum le produit pour être capable de lancer des langues et des pays le plus facilement possible. Ça, c'est un vrai enjeu qu'on a en ce moment. Là, déjà, cette année, on s'y frotte quand même assez sérieusement, puisqu'on va passer de 4 à 7 pays minimum et peut-être 8 cette année. Incroyable. Et Ah. donc, la question, c'est comment on passe à 50 pays. Ouais, Ça, bien sûr. on se le demande. Et Il y le a un jour où step entre 7, 8, 10 pays et passer à 50, non? Ouais, mais en fait, le step, c'est la scalabilité du produit. Le jour où on arrive sans trop d'efforts à sortir une langue et une culture, bah, en fait, on peut ouvrir quasiment autant de lieux qu'on veut. Aujourd'hui, on sélectionne les pays, on n'ouvre que dans des pays où il y a un certain potentiel et où on sait qu'on va ouvrir un certain nombre de points de vente. Ouais. Puisque sinon, on estime que l'effort qu'on fait en adaptation du produit, il est trop important pour ouvrir un seul point de vente. Donc, tu vois, aujourd'hui, quand on a des demandes, on en a hein, des demandes en Croatie, en République tchèque, en Irlande et tout, on a des demandes, mais quand on estime un petit peu le potentiel du marché, on se dit, bah, ça vaut pas le Trop coup. limité, On préfère mettre nos efforts sur nos marchés existants et plus généralement sur le produit pour le rendre parfaitement scalable, ce qui nous permettra demain d'adresser facilement ces gens-là. Trop bien. Ok. On a hâte de voir Quiz Room à peu près dans 50 pays et plus, en tout cas, prochainement. Ouais, moi aussi. C'est trop bien parce qu'en plus, ce style d'activité-là, il peut pas être menacé par des, je sais pas, par exemple par l'IA. À chaque fois, on parle souvent, tu sais, de jobs, Ouais, de c'est choses vrai. qui vont sauter parce que les gens, ils vont plus vouloir bouger de chez eux mais ouais, Tout à fait, c'est ouf. c'est super important ce que tu dis. Moi, je crois beaucoup dans le lien social. Des grandes vertus de ces activités-là, c'est de créer du lien. Voilà, il faut faire attention à pas se perdre dans trop de visio, trop d'IA, trop de Exactement. choses. Ouais. Et je pense que c'est très pérenne
de ces activités-là. Les entreprises viennent de plus en plus faire des activités chez nous parce que les collaborateurs se voient de moins en moins Bien sûr. et les gens ont toujours envie de se marrer en réel. Je suis pas certain Bah que ouais, c'est ça. demain, Ça les gens... disparaîtra pas. Non, Ah non, 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 Ouais, ça bien sûr. disparaîtra pas. Ah, c'est trop bien. Euh, Écoute Tristan, pour finir un petit peu cet épisode, voilà, on a quelques questions qui parlent un peu plus d'entrepreneuriat en général. D'accord. Donc la première question qu'on a, c'est vrai que qui s'adresse surtout à nos auditeurs qui nous écoutent, qui veulent un petit peu chercher des ressources en écoutant la voix de l'entrepreneur. Toi, avec l'expérience que tu as, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un voilà, qui aimerait se lancer dans une aventure entrepreneuriale, mais qui a pas forcément d'idée? Alors, enfin, pour moi, le fait de ne pas avoir d'idée, c'est pas un problème. L'important, c'est de ressentir l'envie d'entreprendre. Et après, il y a plein de moyens de trouver une idée. On peut identifier des problèmes dans son quotidien professionnel. On peut tout simplement faire soi-même ce qu'on fait actuellement en entreprise. Donc voilà, on se dit, bah tiens, ma boîte le fait bien, pourquoi j'irais pas lancer ma boîte concurrente, mais voilà, je pourrais le faire moi-même. Ou même, je fais quelque chose, j'ai une expertise, bah, je le fais en freelance, hein, un freelance, un Mmh. entrepreneur. Ouais. On n'a pas d'idée, on va prendre une franchise. Je pense que je suis bien placé pour le dire. Ouais. Moi, j'ai énormément de gens dans mon réseau qui sont des primo-entrepreneurs avec la franchise. C'est la première fois qu'ils entreprennent et ça devient des entrepreneurs de ouf, quoi. J'ai des gars dans mon réseau, ils ont commencé à 24 ans, ils sortaient d'école et ils ont fait leur première franchise Quiz Room. Aujourd'hui, ils ont 3 points de vente. Il y a des Ouais. gens qui se sont développés dans plein de réseaux différents. Enfin, il y a des entrepreneurs incroyables dans la franchise, des Mmh. multi ou des pluri-franchisés. Et ces gens-là, pour autant, n'ont jamais eu l'idée. Et la seule conviction qu'ils avaient, c'est qu'ils voulaient entreprendre. Et Ouais. ils avaient des fonds, eux, à la base? Bah, Ils ont il faut dû... toujours un petit peu de fond, quoi. Mais Ouais, c'est ça. ça, c'est bien que tu poses la question parce que je pense que c'est un faux frein. C'est-à-dire que, bon, je pense qu'après quelques années d'expérience professionnelle, tout le monde est capable d'avoir 20 ou 30 000 euros de côté. Je pense pas délirer en pensant que si les gens font un petit peu attention, ils peuvent mettre de côté un petit peu d'argent pour ça. Et s'il y a besoin de plus pour ouvrir une franchise, il y a 1000 façons de le faire. Il y a des prêts d'honneur, il y a de la BPI, il y a évidemment des emprunts traditionnels. Il y a plein de gens autour de vous qu'il faut solliciter, qui attendent qu'une chose, c'est de vous filer un coup de main. Vos parents, ils peuvent vous faire des avances sur succession. En fait, des façons de se financer, il y en a 1000. Mmh. Nous, on a rarement vu des projets ne pas aboutir parce qu'il y avait un problème de financement. Ouais. Et enfin, ceux qui n'ont pas abouti, c'est quand tout de suite le franchise nous a dit bah, j'ai zéro. Effectivement, c'était à zéro, bon, c'est compliqué. Et nous, l'apport pour un quiz room, c'est à peu près 40 000. Bah, ceux qui ont 20 000, ils arrivent toujours à trouver les 20 000 supplémentaires. Voilà. Ouais, c'est important de Donc, le dire. Faut pas que ce soit un ouais, frein, quoi. attention à l'autocensure là-dessus. Et puis, le jeu en vaut tellement la chandelle. Nous, nos franchisés, on a la chance qu'aujourd'hui, ils marchent tous bien. Nos franchisés, ils s'épanouissent dans ce qu'ils font. Ils sont très heureux de gérer leur entreprise. Et pour la plupart, ils gagnent très très bien leur vie. Ouais. Donc leur next step, c'est j'ouvre autre chose et voilà, ça devient des entrepreneurs au fur et à mesure. Ouais, bien sûr. Et pour finir, bah, s'ils n'ont pas d'idée, oui, bah tu peux aussi t'associer à quelqu'un qui a une idée. Ouais. Ouais. C'est con, hein, mais il y a plein de gens qui ont des idées. Donc Mmh. bah, juste parle à des gens qui ont des idées, partage et puis peut-être ça deviendra la tienne. Bah ouais. Ah, justement, est-ce qu'il y aurait je sais pas, un certain message justement pour à toutes ces personnes-là justement qu'on a citées, enfin toutes ces personnes qui veulent se lancer du coup, voilà, toi qui as eu du coup pas mal d'expérience, qui a été dans plusieurs pays, est-ce qu'il y a quelque chose, un certain message, un truc que nos auditeurs pourraient prendre avec eux après justement cet épisode, après avoir écouté cet épisode? Bah oui, oui, enfin, je pense que tout le monde peut être entrepreneur en fait. Il faut juste trouver le bon format pour entreprendre. L'entrepreneuriat, c'est pas forcément, tu vois, c'est pas forcément les paillettes des journaux, les levées de Ouais, fonds, les exactement. milliardaires et autres. Ça concerne tout le monde. Et la plupart des gens réussissent quand ils mettent les ingrédients qu'il faut en termes d'investissement, en termes d'expertise. Ouais. Voilà, C'est un faut y aller quoi. investissement personnel. Euh, Est-ce qu'il y a des entrepreneurs que voilà, tu aimerais voir participer à ce podcast? Ou on va te le dire en mille, on aimerait vraiment avoir des entrepreneurs qui sont aussi dans le retail, peut-être dans l'industrie aussi La mode. de la mode. Est-ce qu'il y a des personnes, des amis, des gens que tu connais ou que tu connais pas, mais que tu as entendu parler, que tu aimerais voilà, voir participer à la voie de l'entrepreneur?
Écoute, moi, je t'avoue que je voue pas particulièrement de culte aux entrepreneurs, donc je suis pas, voilà, Ouais, ça me fait pas particulièrement rêver, tu vois, mais peu importe. Moi, il y a quelqu'un qui m'a pas mal inspiré, et je suis pas certain d'ailleurs qu'il soit conscient qu'il m'ait inspiré, donc c'est pour ça que je vais le mentionner. ok. C'est Florian Grill. Florian Grill, c'est quelqu'un que j'ai connu en fait quand j'ai entraîné l'équipe de rugby de Boulogne, les jeunes, Ok. puisqu'il était donc il s'occupait de l'équipe en tant que bénévole dirigeant parce que son fils était dans l'équipe. Et Florian, à l'époque, j'ai eu mes premières discussions autour de l'entrepreneuriat avec lui, puisqu'il avait lancé une agence média en sortant d'école, une grosse agence média aujourd'hui qui s'appelle Cospirit Mediatrack, qui est une agence qui fait 200 personnes, qui est assez stylée. Euh, et, euh, et Florian, en fait, il a entrepris donc dans les médias et il a aussi en parallèle entrepris dans le rugby, puisque bah, il est passé de dirigeant bénévole pour l'équipe des cadets de Boulogne à président du club de Boulogne, à président de la Trop Ligue de bien. rugby, et maintenant Wow. c'est le président de la Fédé de rugby. Waouh. Wow. Voilà, donc, Incroyable. C'est vrai que super c'est une bonne parcours inspiration. avec des choses en parallèle et avec une capacité à embarquer les gens autour de ces projets qui est complètement dingue. Hmm. Énormément de bienveillance, une vision très long terme, Florian. J'incite ceux qui le souhaitent à aller écouter sur certaines de ses prises de parole, puisqu'il est très médiatisé en ce moment. Mais une capacité à voir le long terme qui est assez impressionnante. Tu vois, c'est quelqu'un qui dit qu'il faut jamais regarder les quarters, mais qu'il faut regarder les années, qu'il faut prendre le temps, que le monde associatif l'a énormément inspiré pour Ouais. le monde de l'entreprise, beaucoup plus que l'inverse, en apprenant en fait à s'appuyer beaucoup plus sur les gens, sur l'humain et Et sur moins le sur temps long, l'argent. et moins sur l'argent. Ouais. Exactement. Voilà, donc très inspirant, Florian. Ok. Je sais pas si Ce serait ouf qu'il l'écoute. bah, je lui enverrai, je lui Ouais, enverrai, et puis si ça l'intéresse, pourquoi pas, Avec grand plaisir. il trop vous trop bien. écrit, et s'il pouvait venir à votre micro, ce serait ouf. Voilà, Bah ouais. moi ce que j'aime bien, c'est aussi que les gens se rappellent que les meilleurs entrepreneurs, c'est pas forcément ceux dont on entend le plus parler. Ouais. Euh, je pense, alors quand je vous ai expliqué mon parcours, je vous ai parlé de la boîte dans laquelle j'ai été salarié au tout début Hmm. de ma carrière pro, qui s'appelle Cartesia Éducation. Elle a été fondée et dirigée par deux personnes que j'adore, qui s'appellent Emery et Benjamin. Et eux, c'est des entrepreneurs incroyables. Ils en sont à leur troisième session. Et ils sont inconnus. Ils sont très contents d'être inconnus. Oh là là, Ouais, bien sûr. ils ont jamais fait de médias, rien. Ils s'en foutent complètement. Et pourtant, c'est des immenses stars. Ouais. Et voilà, je trouve ça bien de rappeler que les stars sont pas que les gens qui sont médiatisés, qu'on voit à la télé, Ah ouais, mais carrément. qu'il y a des entrepreneurs de dingue que personne ne voit et qui Carrément. pourtant font Et des c'est trucs de ouf. souvent les meilleurs. Ouais, Et ouais, c'est ouais. souvent les meilleurs. Ouais, bah c'est Voilà. surtout en vrai, Gab, c'est surtout ces gens-là qu'on essaye, qu'on aimerait avoir passé sur nos micros parce que bah du coup, en fait, il y a tellement de podcasts sur l'entrepreneuriat aujourd'hui, on a l'impression tout le temps de voir aussi les mêmes qui ont les mêmes parcours, qui ont levé des fonds, qui ont vendu, Ouais, qui exactement. maintenant ils ont monté leur VC. Et en fait non, enfin ils On avait représentent d'avoir quelque vraiment chose une d'un toute peu plus minorité, ouais, c'est authentique, ça. un peu plus, ouais, un peu plus original, Exactement. Ouais. quoi. Bah, c'est cool si vous pourriez prendre un petit peu ce virage. Ouais, ouais, c'est trop bien. Bah c'est J'hésiterai ce pas qu'on si aime. je pense à des gens à vous les envoyer. Voilà. Avec grand plaisir. Ça Merci. serait trop cool. Et voilà. Et la dernière question qu'on aime poser, bon, voilà, c'est ouvert. Si tu pouvais poser une question à un entrepreneur ou pas, vraiment à Ouais, une n'importe qui, personnalité qui est peut-être inaccessible, ouais. ouais, qui ce serait et quelle question tu aimerais lui poser? Ça peut être vraiment n'importe qui. Ça peut être genre toi plus petit, tu vois. Genre, Je crois que je demanderais à Zizou s'il pense qu'il nous a fait perdre la finale en 2006. Parce que moi, je pense que non. Mais je suis assez ok, esseulé sur le sujet. ok, Et j'aimerais bien avoir son avis parce qu'on lui a jamais vraiment demandé. Voilà. Ouais, c'est vrai. ok. Magnifique. Trop bien, génial. Trop bien, merci beaucoup Tristan pour cet épisode, c'était un plaisir. Dis-moi, j'ai une petite question. Est-ce que si on vient dans un des quiz rooms et qu'on dit qu'on vient de la part de la voix de l'entrepreneur, on a un super joker en plus? Alors, je vais avoir plus de facilité à vous donner un code promo qu'à vous faire un joker en plus. Trop bien. Ok, Bah, ça ça va serait trop aussi. cool. Ça serait génial, Ouais. ça serait génial. On fait quoi? Juste sur le site Ouais, en point de démo? on peut faire un 10%, on Bah, peut faire un génial. 10% de réduction avec le code, je sais pas, euh, LVDLE? voilà, Trop bien. LVDLE.
Eh ben, génial. 10% Eh ben, sur tous nos 10% centres sur en les coûts. France. En France, ouais, En bien France. sûr. Ouais, bah, si on est à Ok. côté en Australie, on sera bien content. Mais Voilà. ouais, trop bien. Eh ben, Pas trop. génial. Merci infiniment, Tristan. C'était génial d'avoir parlé de tout ça. Bah, c'était Euh, super. Merci à tous les deux pour l'accueil. Merci d'avoir pensé à moi pour ce podcast. Puis j'espère que ça en inspirera certains. Bah ouais, certainement. Merci beaucoup à tous, chers auditeurs, d'avoir encore été là, répondu présent pour ce 12e épisode. On espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à voilà, nous faire des retours. Les avis Google sont importants. Écoutez Tristan. Donc, faites de même sur Spotify, sur Apple Podcast et sur toutes les plateformes. Et puis, évidemment, sur les réseaux sociaux, on est évidemment disponible. Si vous voulez venir nous parler, prendre rendez-vous avec nous pour qu'on puisse juste discuter, c'est avec grand plaisir. On sera ravis de le faire. Merci Et beaucoup. si vous voulez monter une franchise, n'hésitez pas à parler à Tristan. Ouais, Je suis exactement. sûr On qu'il a de mettra, bons conseils et qu'il est super accessible en plus de ça. ouais, Ça, avec grand plaisir. Je le fais tout le temps. Voilà. génial. Et Sans ben, problème. on mettra son petit lien LinkedIn, comme ça vous pourrez le contacter directement. Merci beaucoup. On se retrouve dans 2 dimanches pour un nouvel épisode, évidemment avec un nouvel entrepreneur et plein de nouvelles histoires passionnantes pour vous aider, pour nous aider, pour, voilà, en apprendre encore plus sur l'entrepreneuriat. Merci à tous. À bientôt. Salut, salut.